Julien, ton roman, Le sang noir des hommes, c'est parfois comme une sorte de film d'horreur dont les bêtes subissent les souffrances humaines, comme une contamination par ricochet, comme si l'humain aujourd'hui ne pouvait plus comprendre la souffrance. On est comme 2 fois après les génocides premiers, dont le nombre continue exponentiellement d'envahir le monde, ce qui n'est pas un point de vue moral, mais c'est une réalité, surtout dans un monde aussi fanatique de chiffres. Ouais. En tout cas, c'est une je sais pas pour la partie film d'horreur, mais c'est une confrontation au mal, et au mal au sens de l'inhumain, de ce que les hommes peuvent avoir d'inhumain. Et c'est d'ailleurs, enfin, c'est un livre qui est très différent de mes 3 précédents, mais ça c'est la ligne de continuité entre celui-ci et les 3 précédents. La confrontation à l'inhumain, au mal, non pas comme quelque chose d'extérieur, comme une nature extérieure ou transcendante, mais comme quelque chose qui fait partie de notre identité. La différence principale entre la trilogie de mes 3 premiers et celui-ci, c'est que dans les 3 premiers, le mal était très contemporain, très actuel. Il s'agissait du djihadisme, et avec des résonances extrêmement douloureuses et étranges pour moi entre ce que la réalité de la France est devenue au fil de ces 3 livres et le contenu des 3 livres. Et là, c'est un retour sur le passé, puisque le mal en question, c'est le viol colonial. Et alors se pose la question, du coup, de comment, pour dépasser la déshumanisation qu'a été le viol colonial, de mon point de vue, comment réhumaniser sans adopter, sans prendre le point de vue, sans remplacer le point de vue de la victime colonisée. En fait, comment décoloniser d'abord le point de vue du colonisateur. Encore une fois, c'est pas un acte de repentance, je suis pas en train de battre ma coulpe en tant que coupable, mais je suis dépositaire, comme beaucoup d'entre nous, ou héritier, comme mes personnages, de ce mal qui a été accompli ou qui a été perpétré au nom de la cause coloniale. Et donc, la réhumanisation est quelque chose d'assez important pour dépasser ce film d'horreur, ces génocides doublés, redoublés. Pourquoi ? Parce que, comme disait Césaire dans le discours sur le colonialisme, en déshumanisant l'autre, en le considérant comme un sauvage, comme une prise de guerre, comme un ennemi, comme un animal, on se déshumanise soi-même. Le colonisateur s'est déshumanisé en déshumanisant le colonisé. Et donc, la question comment est-ce qu'on se réhumanise, c'est en même temps comment est-ce qu'on décolonise le roman, l'univers romanesque. Et la réponse que moi j'ai tenté d'apporter dans ces pages, en fait, elle est, pour simplifier les choses, triple. Il faut faire exploser ce que j'appellerais une conception très occidentale du temps, de la temporalité, c'est-à-dire il y a un avant, il y a un après, les choses sont racontées de manière linéaire. C'est pas du tout le cas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ce livre. Les années sont placées, positionnées, racontées en archipel, et le temps est plus une boucle qu'une ligne. Il faut aussi décoloniser ou faire exploser la subjectivité, et à travers ce qu'elle peut avoir de très cartésien dans le roman occidental, c'est-à-dire qu'un personnage est un personnage et distinct des autres. C'est pas le cas, ici tout est fluide. Les personnages sont peut-être le résultat des actes des autres, et puis peut-être que les identités circulent entre ces différents personnages et entre les époques. Puis la dernière chose, c'est décoloniser la représentation du monde, notre représentation du monde, la frontière entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité. Donc c'est tous ces éléments-là que j'ai essayé de prendre en compte pour leur donner une forme narrative et évidemment sensorielle. Alors, sur les 2 derniers points, il y a une impression extrêmement forte de gémilité dans le roman, non seulement entre les 2 frères, puisqu'il y a 2 frères, mais c'est comme un espèce d'échange de caractères, bien qu'ils soient très différents, on peut les confondre à cause probablement de ce mélange chronologique
qui est abouti et qui a pour but, non pas de s'amuser à fiche la chronologie en l'air, mais à valoriser les choses les plus enterrées. Par exemple, je sais que sur le film d'horreur, tu me reprenais en disant que le bon terme était... C'est-à-dire que je trouve que la catégorie fantastique ou surnaturelle, elle est assez vague. Et je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. J'ai l'impression que ça englobe des réalités qui sont extrêmement disparates. Ou la science-fiction aussi. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez rigolote à ce propos. Donc, j'habite aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, enfin un petit peu moins, 13-14 ans. Et il n'y a pas très longtemps, quand j'étais encore en écriture de ce livre, un ami à nous demande à ma femme: et alors, Julien, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Est-ce qu'il s'intéresse toujours au terrorisme comme avant, ou est-ce qu'il est enfin passé à quelque chose de nouveau? Il dit non, c'est un nouvel horizon là maintenant. Et donc elle parle en anglais, elle dit donc c'est un nouveau thème, un nouveau genre. Ah, et quel genre, demande l'ami. Et alors ma femme, qui parle, dont l'anglais a beaucoup progressé comme le mien depuis 14 ans, mais est encore très imparfait, elle répond It's a fantastic novel. Et alors là, le copain explose de rire. Elle dit non, écoute, je sais bien que t'aimes ton mari et que tu es sans doute fier de ce qu'il écrit, mais fantastique, ça veut dire que tu trouves ça génial. Donc, ah d'accord, mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est fantasy? Non, c'est surtout pas fantasy, parce qu'il n'y a pas des princesses, des licornes et des dragons dans ce que j'écris, c'est encore autre chose. Ah, alors donc c'est Ghost Story. Et donc c'est beaucoup plus précis, c'est une histoire de fantôme. Pourquoi? Parce qu'il y a un crime primitif, le viol colonial, qui est la scène primitive de ce livre, et qui doit être, qui ne peut que se répéter à travers les âges et les générations, jusqu'à ce qu'il soit expié. Et donc le fantôme devient un véhicule narratif absolument signifiant et extrêmement riche, dans un cadre qui peut être aussi celui de la tragédie. Le titre, Le sang noir des hommes, il y a une expression à propos de la tragédie grecque qui est que c'est le sable noir du tragique qui remonte à la surface, comme un retour du refoulé. Je crois qu'on peut considérer que la colonisation a été une expérience qui, d'une certaine manière, fait l'objet d'un refoulement et de plusieurs tabous encore aujourd'hui. On a énormément de peine à en parler de manière neutre et non engagée, et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas une bonne idée. Et ce que ce livre essaye de faire revenir à la surface, c'est ce sable noir là, ce sable tragique. Et d'ailleurs, plutôt que Ghost Story, on pourrait dire, plutôt qu'histoire de fantôme, on pourrait dire histoire de revenants. Parce qu'il y a plusieurs revenants dans le film. Il y a la métaphore du colonialisme, qui n'est pas une métaphore d'ailleurs, qui est un homme, une personne, mais qui intervient dans les rêves des personnages. Et puis, parmi les personnages, il y a un personnage qui disparaît et qui réapparaît. Donc on est vraiment dans beaucoup plus que fantôme, une histoire de revenants, on peut dire. Oui, et de double, comme tu disais à l'instant. En fait, toutes les figures sont redoublées, et également les figures narratives. C'est-à-dire que au viol colonial correspond aussi un viol très littéral, à peu près au mi-temps du récit. Et donc c'est pas seulement les personnages, c'est aussi les faits dans lesquels ils sont imbriqués, qui sont condamnés à se répéter et à se perpétuer jusqu'à ce que la catharsis, encore un terme qui appartient à l'univers de la tragédie, ait pu intervenir. C'est ce qui fait aussi une des raisons de la déchronologisation, c'est que le retour est beaucoup plus apparent parce que je me suis amusé à le lire dans la chronologie, et effectivement on n'a pas du tout cette même impression, on attend que l'histoire se déroule, et non pas que les faits anciens se répètent, se déroulent et se solutionnent, ou pas d'ailleurs. C'est ça, j'ai l'impression que si j'étais resté à une présentation linéaire des faits, on serait dans quelque chose de beaucoup plus plat, et qui ne ferait pas chambre d'écho. Ce que j'aime beaucoup chez les écrivains sud-américains qui m'ont imprégné dans l'écriture de ce livre, en particulier Juan Rulfo, le Mexicain, qui a très peu écrit, mais très bien et très grand, c'est qu'on ne sait jamais où on est constamment désorienté, constamment dépaysé, constamment en demeure de se demander mais qui parle, où on est, qui est le personnage.
est-ce qu'il est même vivant ou est-ce que cette histoire m'est racontée par quelqu'un dont la réalité n'est pas fiable finalement. Et en fait, ce qui constitue les attributs traditionnels du personnage dans le roman à la française ou à l'occidentale, c'est vraiment un grand stéréotype, une grande généralité, mais par opposition à la littérature sud-américaine, c'est que ces attributs-là, ce sont des caractéristiques d'identité, de personnalité. Chez Rulfo, ça n'existe pas et on a affaire à des voix. En fait. Et ça pourrait être très abstrait et en même temps c'est très habité et très physique. Oui, la voix est le personnage. Voilà, et c'est une langue qui est extrêmement rude, sèche, que j'ai moi aussi essayé de réinventer en français. Ouais. Sèche et très masqué, comme les personnages sont masqués. Et il y a d'ailleurs une histoire de masques qui s'échangent, dont on ne sait pas exactement la réalité, mais qui montre effectivement que le personnage est variable d'une certaine façon. En étant sec et relativement âpre dans l'expression, on fait conscience, d'abord on explique moins, ce qui n'était pas du tout le cas de mon premier roman. Dawa est un roman qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense, et par son ambition sociologique de raconter la France contemporaine, plus explicatif. Là, j'ai l'impression d'avoir non seulement changé de sujet, mais aussi évolué en tant qu'auteur, dans la mesure où je fais beaucoup plus confiance, où je laisse beaucoup plus de marge et de liberté à mes lecteurs, pour remplir les failles de ce récit avec ce que eux projettent sur cette histoire. Oui, alors qu'ils ne racontent pas tout, qui racontent énormément de choses, le roman laisse imaginer sous des phrases ou sous des effectivement, trous dans le récit, ou des sauts d'un personnage à l'autre, ce qui a pu se passer entre d'autres personnages qui ne sont éventuellement pas cités dans tel chapitre, dont on ne parle pas dans tel chapitre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très flagrant grâce à ça, grâce à cette déchronologie, à ce disons, mélange, interchangeabilité des personnages, c'est une espèce de course au malheur. Il y a une phrase à un moment, une course au malheur forcée, forcée par le sens de l'histoire, par les drames de l'histoire, etc. Il y a une phrase qui est flagrante là-dedans, c'est la même révolte contre le bonheur. Chose que tu dis d'un des personnages, d'une des personnages d'ailleurs, et qui semble être une espèce de clé, mais qui n'est pas obligatoire, mais qui néanmoins mène à un désastre assez envahissant. Oui, les personnages se cognent la tête contre cette fatalité, encore une fois au sens tragique, qui les dépasse, et par leur ignorance qu'ils sont condamnés à répéter et à perpétuer dans leur vie quotidienne, enfin jusque dans leur vie intime, dans leur vie familiale. Et je pense que d'un point de vue romanesque, raconter le grand tragique, la grande forme tragique de la colonisation ou du viol colonial d'un point de vue abstrait, ça n'a aucun intérêt pour moi si c'est pour délivrer des messages purement politiques. Je ne suis pas là pour avoir une position de jugement. Sinon, je change de format, je change d'approche et j'écris un essai ou bien j'écris une tribune si je n'ai pas le courage et que je veux faire un petit peu plus court. Là, en l'occurrence, encore une fois, dans cette confrontation au mal, passé et présent, et peut-être futur qui nous attend, si ce cycle tragique, si ce cycle de la vengeance n'est pas rompu à un moment, il est évident que j'ai de l'empathie, y compris pour les monstres, ou en tout cas pour ceux qui deviennent les monstres. Oui. Moi, encore une fois, le mal ne m'intéresse pas d'un point de vue essentiel ou essentialiste. Si c'est pour me dire que, voilà, non, ça c'est la pure altérité, c'est l'autre, et surtout, ça n'est pas moi, cette personne qui commet des atrocités, je trouve pas ça très intéressant. En revanche, la manière dont un personnage a priori sympathique évolue pour commettre des actes monstrueux, ou au contraire, un personnage a priori monstrueux se réforme par le jeu de la temporalité, par le jeu des flashbacks, et bouleverse notre perception première de lui, ça je trouve ça beaucoup plus intéressant, bien sûr. Ça serait peut-être bien de lire d'ailleurs pour que ça soit concrétisé ces propos généraux, disons. Alors peut-être que je vais lire des pages sur le thème de la gémellité et de la dualité. Oui. Elle est entrée dans le bâtiment. Les cabines étaient serrées, je parle d'une station de sport d'hiver, donc les cabines, c'est des télécabines, étaient serrées les unes contre les autres sur la zone de retour et d'envol comme un roulement habillé.
Malgré le prix inférieur des téléphériques installés dans les autres stations de sport d'hiver, Pierre avait défendu jusqu'au bout son système d'œufs. Il aimait l'idée que les skieurs puissent y monter en couple ou en famille, qu'ils se reposent et se sentent à leur aise dans leur cocon avant de retourner sur les pistes. Vous ne connaissez pas les Parisiens, expliquait-il au maître d'œuvre dubitatif. Je peux vous dire que ces gens-là ne viennent pas au ski pour se retrouver les uns sur les autres comme dans le métro à l'heure de pointe. Pierre ? Elle a entendu l'inquiétude dans sa propre voix résonner à l'autre bout du hangar. Puis il y a eu un bruit métallique du côté du tremplin, là où les cabines quittent leurs rails pour se propulser sur le câble. Pierre ? Elle s'est approchée, elle serrait les dossiers contre sa poitrine. C'est lui qui est sorti le premier de la cabine, avec son expression de skieur masqué. La fille, elle, est restée à l'intérieur. Elle regardait Flo, une brune à la peau très mate, infirmière sur le chantier, les yeux noirs en amande, les cheveux courts. Enfin, elle s'est décidée à descendre de l'œuf. Elle était plus grande que Flo, c'était bizarre pour une Italienne. Une ligne d'épaule droite, de petits seins, une musculature sèche de montagnarde. Puis Flo a vu la rondeur de son ventre. Le ventre de cette fille était déjà rond, alors que le sien ne voulait pas grossir. 2 enfants du même homme. Flo regardait ce ventre et l'enfilade des pylônes qui grimpaient à pic sur l'autre versant comme autant de preuves de sa défaite. Elle était la première, la légitime, la régulière. Elle avait perdu et son enfant aussi. L'autre naîtrait avant et Pierre en ferait son héritier naturel. Ça tombait sous le sens. Pourtant, la vérité était tout autre. 2 enfants de l'hiver qui n'auraient pas dû venir au monde. Peut-être tu peux lire une autre page Oui, sur ce si tu thème-là. veux, oui. Tiens. Tu peux lire la rencontre des 2 frères qui ont maintenant 13 ans, à partir de là jusque là. Très bien. C'est un frère qui parle à l'autre. Donc, je ne t'ai jamais vu à l'école. Ma mère part trop tôt pour m'emmener. Le car ne passe pas tous les jours, c'est difficile, j'essaie de suivre à distance. Ça ne vous crée pas d'ennui? Le directeur n'est pas très commode. Eric a baissé la tête et s'est assis sur le lit. Il a commencé à plier ses affaires. Le directeur fait ce que ton père lui dit de faire. Il y avait un livre tout seul au pied du lit, une version abrégée de l'Odyssée. Le marque-page était une photo du forestier, c'est leur père, dans une grande ville, peut-être Paris, une cigarette à la main. Il n'avait pas 30 ans et regardait au loin avec un air inquiet. Je croyais que tu ne lisais pas. Il est différent celui-là, c'est l'histoire de quelqu'un qui retrouve son chemin. Pourquoi tu dis ton père? Parce que c'est ce qu'il est. Rends-le-moi maintenant. À l'entrée de la chambre, une femme grande et brune les observait. Elle portait un débardeur blanc et avait un regard triste. Elle a appelé le forestier. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était grave, elle parlait avec l'accent des Lombards. Eric continuait à s'occuper de son linge comme si de rien n'était. Il ressemblait beaucoup à sa mère. La femme a répété. « Qu'est-ce qui t'a pris, Pierre ?» Elle a passé la main dans ses cheveux en soupirant. Il y avait une bague en or à son annulaire. Elle avait l'air de venir de loin. Cette femme et son père avaient eu un fils, son frère. Et puis je vais peut-être terminer par la mort du cerf, sur ce thème de la gémellité. Scène de chasse en montagne. Il rentre dans le sous-bois. Eric est là, un peu plus loin. Donc les deux frères ont grandi et sont toujours sous la coupe de ce personnage qui s'appelle le forestier et qui a ramené chez lui dans les Alpes la souillure dont son propre père à lui s'est rendu coupable en Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique coloniale. Eric est là, un peu plus loin, la bête blessée à ses pieds. La balle est entrée par la poitrine et ressortie par l'omoplate. Un sang épais et sombre jaillit de la blessure. Sa chaleur fait fondre la neige sous le corps du cerf. Ses yeux sont grands ouverts. Il regarde Eric, qui a son couteau à la main. Quelques centimètres sous la plaie, la peau de l'animal est soulevée par de petites décharges électriques. Les pattes et le reste du corps sont déjà inertes. Sylvain rejoint Eric. Le bâtard, plus grand, a le cou large et la musculature de son père. Le fils légitime en a les expressions, le teint clair et le cheveu châtain. Les cheveux d'Eric ont toujours été noirs et il a la peau mate de sa mère, l'italienne. Les 2 garçons ont les yeux sombres du forestier, mais il y a entre eux le monde qui sépare l'enfant de l'adulte. Eric sait. Sylvain croit qu'il suffit de le regarder pour savoir. Il aime le duvet qui se dessine comme une ombre sur la bouche de son demi-frère. Son odeur quand il a couru, sa voix d'homme. En marchant dans les pas d'Eric, il pense qu'il deviendra comme lui. « Qu'est-ce que vous attendez » demande le forestier. « Vous croyez peut-être lui faire un cadeau en le laissant crever devant nous ?»« Ce n'est pas un cerf, » répond Eric. « Qu'est-ce que tu dis ?» Eric fait un gros effort pour ne pas sangloter. « Quand j'étais petit, vous m'avez dit qu'on ne sait jamais si un animal est juste un animal ou si c'est un dieu de la forêt. »« Et alors ?»« Je m'en souviens aussi, murmure Sylvain.
La respiration du cerf s'est transformée en râle. Je n'ai pas su le reconnaître, dit Eric, en touchant les boîtes d'animal. La lunette de la carabine, elle, ne voit pas les dieux. Des contes pour enfants s'emporte le forestier. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas grandir tous les deux? Cette forêt est à moi, pas aux dieux. Il n'y a que des hommes et des enfants ici. Achève-moi cette bête avant qu'elle crève toute seule. Et j'aimerais bien ajouter une petite lecture sur Oumar, donc un des fantômes. On lui dit « Rentre chez toi, nègre des sables ». Oumar a obéi. Nègre, ce n'était pas une couleur, mais la réunion des cicatrices, des blessures, des humiliations, les sévices et la soumission. C'était la meilleure arme des Blancs. Oumar se redresse sur son lit. La chenille était vivante avant qu'il s'endorme, il en est sûr. Aussi sûr que sa peau était noire hier soir. Il se souvient de tout ce que son père lui a raconté. Noir, c'est l'impossibilité d'oublier. Il y a longtemps, un enfant Camara a vu arriver le premier bateau des Blancs. Il ne savait pas qu'il était noir. D'autres bateaux sont venus. Les Blancs ont donné à l'enfant le nom de nègre et lui ont tout pris. Sa couleur est la seule chose qui reste aux descendants de l'enfant. Les nègres savent qui ils sont. La couleur est l'être des nègres et ils sont la couleur. Qu'ils acceptent l'injustice ou qu'ils se révoltent. Même si on leur crevait les yeux à tous, même si tous les nègres naissaient aveugles, cette conscience est si ancienne qu'il leur faudrait des siècles pour arracher leur peau et dire qu'ils sont autre chose. Camara Oumar voulait devenir le premier nègre écorché, le premier à revoir le monde à travers les yeux des Noirs, qui n'étaient pas encore des nègres, ceux d'avant la rencontre avec les Blancs. Il avait trouvé un chemin et un véhicule, il connaissait les coordonnées d'un portail entre le désert et la montagne, une fissure minuscule où seuls les esprits agiles savaient se faufiler. Il avait tout calculé, le lieu et le moment. Il a dû se tromper de signe. Oui, et donc voilà le fantôme, voilà le revenant, voilà l'irruption du fantôme et de l'élément surnaturel, hein, si on veut parler dans des termes plus conventionnels. L'enfant dont le père a été mis à mort par ce préfet de l'Afrique occidentale française, et celui par qui la faute originelle doit être expiée. Et en fait, tout le temps du roman s'enroule vraiment comme une vipère autour d'un bâton, autour de ce moment-là, et en même temps d'un autre moment fantasmé, qui est le premier point de contact entre blanc et noir, entre les conquérants portugais qui arrivent en Afrique de l'Ouest 5 siècles auparavant, et le premier enfant qui, sur une plage entre ce qui n'est pas encore Dakar ni Saint-Louis, les voit arriver. Et ce que le surnaturel et ce que l'élément du fantôme me permet avec les armes du roman, c'est de revenir à ce point d'origine sur lequel je n'ai aucune forme de légitimité d'historien ou historique ou autre. Mais le roman permet ce retour et cette résonance du point d'origine, du point de contact, pour peut-être commencer à imaginer les termes d'une deuxième rencontre ou alors d'une autre rencontre dans une réalité alternative. Il y a des mondes parallèles et peut-être qu'on peut replier la réalité et ce qui s'est passé, et sans dévoiler ce qui se passe dans le livre, c'est une possibilité, c'est une hypothèse en tout cas. Il y a une autre chose qui m'a été, mais qui est personnelle, qui m'a été très sensible, c'est que bien évidemment, quand on lit un roman, on ajoute tout soi-même entre les chapitres, entre les paragraphes, parfois au milieu d'un mot, au milieu d'une phrase. Moi, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Tu parlais de Césaire tout à l'heure. Je suis allé à l'école avec les fils de Senghor. Et ils parlaient beaucoup mieux français que nous tous. On disait vaste et balèze et ils disaient extraordinaire. Voilà. Chose qui comme ça, qui m'est restée avec une force extraordinaire, que c'est le cas de le dire. Et puis, le second souvenir que j'ai, une de mes belles-mères était métisse, une grande monteuse, Marie-Joseph Fioyotte, et elle me disait toujours, c'est vraiment, sauf ce qui est arrivé au mot nègre, on ne peut plus le dire alors que c'est un mot magnifique. Et son père, qui était donc de la Martinique, qui était noir, marié à une Bretonne, dont Marie-Joseph était issue de ce couple, ce père noir disait à ses neveux, à chaque fois qu'ils écoutaient du jazz, arrêtez cette musique de nègre. Enfin, on est un peu dans un pays où voilà, il peut se dire des choses comme ça. C'est ce qui m'est remonté en lisant le livre. Et c'est pourquoi j'ai voulu lire ce morceau sur Camara Oumar.
Alors sur extraordinaire, Vache tes balèze, les choses bougent, hein, parce que moi aujourd'hui je trouve que Vache tes balèze c'est plus poétique qu'extraordinaire. On est bien d'accord. Cela dit, non, ce que tu dis des enfants de Senghor, moi, fait vibrer une autre corde sensible, qui est celle de ma préférence pour, en français, la littérature francophone que pour la littérature métropolitaine. J'ai, peut-être à cause de la distance, parce que c'est autre chose dont on peut parler entre moi et la France, et ma plus grande proximité avec la Caraïbe, par exemple, une plus grande proximité d'esprit et de sensibilité avec les auteurs des Antilles, et je pense en particulier à Maryse Condé, qui est quelqu'un qui a vraiment une grande influence sur moi et que je considère comme un auteur immense, qu'avec des auteurs hexagonaux. Peut-être parce que je lis ou j'entends dans la langue, le français des Caraïbes, créolisé, une langue étrangère. Et je crois que c'est Deleuze qui disait que tous les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Ben, je trouve ça et j'entends ça dans ces livres. Ou dans ceux d'écrivains français, mais aussi ouest-africains. Et je l'entends moins. J'ai plus de difficultés à l'entendre chez mes confrères hexagonaux. Voilà. Et alors, ça fait quoi justement ce décalage de vivre en Amérique? Alors, est-ce que ça aussi c'est un des... Attends, je voudrais répondre sur la deuxième partie, enfin ta deuxième réflexion sur la négritude et sur l'usage du mot nègre, qui est quand même très problématique. Dans ton histoire personnelle, on a affaire à deux personnes qui ont une forme de légitimité à l'emploi du mot de par leur identité. Moi, sur la question de est-ce que j'ai le droit, en tant qu'auteur blanc, à faire parler des personnages qui ne sont pas de mon ethnicité ou de ma race, enfin qui me sont totalement étrangers, ou je ne sais pas, qui sont des femmes par exemple, je n'ai pas le moindre problème ni le moindre doute. Je n'ai pas envie d'être enfermé dans un carcan identitaire qui serait celui de mes caractéristiques en tant qu'individu. J'espère que les choses sont plus fluides et qu'on n'est pas condamné comme ça à être des essences qui se baladent à travers la vie. En revanche, les mots que peuvent dire ou ne pas dire certains personnages dépendent évidemment de leur horizon, du contexte, de ce qui leur est arrivé. Et moi, je fais un usage qui est extrêmement prudent du mot dans le livre, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un usage intensif. On l'entend beaucoup, ce mot, dans le passage que tu as lu. Et sous trois significations et avec des usages extrêmement différents. Le premier, qui n'est pas celui que tu as lu tout à l'heure, c'est quand un blanc dit nègre. Et avec nécessairement là une perspective qui, dans le contexte de l'Afrique occidentale française de 1946, est dominante, raciste et pourquoi pas déshumanisante. Enfin, en tout cas, il y a tout ce fond-là. Le deuxième usage, avec un deuxième groupe de personnages, qui sont en fait les assistants de l'Empire, les petites mains de l'Empire, donc les Noirs qu'on appelait, qui travaillaient pour l'administration coloniale et qu'on appelait en fait les gardes du cercle à l'époque, bien sous tout rapport avec le maître, surtout pas le souci de se fâcher, qui désignent par ce mot-là, par le mot nègre, ceux qui ne sont pas en bon terme avec le maître, qui n'ont pas décidé comme eux d'avoir un commerce agréable avec la mer. Et puis le troisième, c'est celui que tu as lu, c'est celui qui se révolte, c'est celui qui reste debout contre le maître. Oumar Kamara est issu du peuple Bambara, et Bambara ça signifie le refus du maître. Et évidemment, dans sa bouche, le mot a une acception exactement contraire. Et donc il faut faire extrêmement attention à qui parle, encore une fois on en revient à la question de la voix, et en même temps qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui détermine l'usage, le surgissement de ce mot. C'est quand même pas un mot comme les autres, et encore une fois sans céder à l'obsession très contemporaine ou très politiquement correcte de non, on ne peut plus tout dire, il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit et à surtout qui le dit. Voilà. Je voulais parler des États-Unis, je crois, ou de la distance. Oui, parce qu'il y a un autre décalage, là, qui n'est pas celui des passages, mais qui vient justement de ton cerveau. Et comment vis-tu qui n'est pas du tout un exil,
le fait que Un tu exil vis choisi, depuis, un exil choisi, Ouais. depuis 14 ans aux États-Unis. C'est-à-dire, on est en train de parler de littérature française, et quand tu parles de littérature française, tu parles surtout de la littérature de Maryse Condé. Oui. Donc on est dans une commode à beaucoup de tiroirs. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et d'autant plus que en fait, je vis plus en France et je suis prof de français. Mhm. Alors en fait, je vis tous les jours avec le français en moi. On pourrait dire que je vis avec la trace ou l'ombre ou le manque de la France en permanence. Et en fait, une manière pour moi de compenser ce manque, qui n'est pas total, puisque ma femme est française et mes enfants sont franco-américains, mais j'espère plutôt français. J'enseigne la France à mes étudiants. Donc, je suis loin en apparence, mais en réalité, moi, je suis dans la France en permanence. Ça m'inspire deux choses, ta question. Il y a une forme de distance comme par rapport à un tableau, mais je pense que c'est plus pertinent par rapport à mes 3 premiers livres, parce qu'ils avaient cette dimension très contemporaine de parler du djihadisme au moment où le djihadisme a surgi dans nos vies. Je n'aurais peut-être pas écrit ces livres si moi j'avais été immergé, plongé dans cette réalité-là. Et c'est parce que j'étais déjà de l'autre côté de l'Atlantique que c'est dessiné un tableau qui m'a permis d'écrire ces livres sur le djihadisme au moment où le djihadisme était quelque chose de très actuel et c'était vraiment très compliqué d'écrire du roman sur quelque chose de plus que à chaud, vraiment brûlant. Quoi. Là, la distance nécessaire. Voilà, exactement. On ne peut pas voir un tableau si on a le nez collé dessus. Donc il y avait ça. Et après, du côté américain, donc ça c'est pour la France. Du côté américain, moi il y a quelque chose qui est une douleur presque quotidienne aux États-Unis. C'est le fait que tout ce qui existe est visible et tout ce qui est invisible n'existe pas aux États-Unis. On est frappé, on se cogne la tête en permanence contre cette espèce de mur de la matière qui n'est pas nécessairement une forme de consumérisme débridé. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est dans les voix, c'est dans les odeurs, c'est dans le bruit incessant des bagnoles, la manière dont les gens parlent. Et en fait, moi, c'est ma perception, c'est quelque chose de très personnel. J'en fais pas du tout un système ou une théorie, mais la manière dont je le vis, c'est que j'ai l'impression, depuis 14 ans, d'être en quelque sorte privé de ma vie intérieure ou d'avoir plus de difficultés à écouter ce qui se passe en moi. Et évidemment, l'écriture est une réponse pour ça. Mais je suis très frappé, à chaque fois que je reviens en France, d'avoir plus d'opportunités. Et évidemment, les librairies en sont une. De rentrer dans des lieux, ça peut être des cinémas aussi, ou ça peut être des endroits publics, mais où le volume sonore est totalement autre, où on est invité à rester en soi, ou en tout cas à revenir en soi. Ça, pour moi, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus. Je lis beaucoup d'auteurs américains, en particulier en roman que j'admire énormément. Donc il y a des échappatoires, mais dans les relations sociales, je les considère comme très différentes de ce point de vue, sur cette absence d'intériorité. Et j'ai parfois c'est un peu caricatural et sûrement exagéré, mais parfois je me surprends à me demander si les gens au milieu de qui je vis ont une âme, quoi. C'est à ce point-là. Non, mais c'est pas de la rhétorique, c'est vrai. Je me demande vraiment si moi, parce que j'ai aussi la nationalité américaine, je me demande si l'américain a une âme. Ouais. Et donc ça te fait voir le cinéma américain autrement aussi, en plus parce que le point de vue aussi, là, c'est formidable. C'est sûr. Tu vois la France, dont on parle énormément. Ouais. Maintenant, tu viens de voir la vie américaine réelle de tous les jours. Ouais. Maintenant, la culture américaine, disons quand même, majoritairement de cinéma. J'ai été biberonné au cinéma américain quand j'étais petit, et en particulier cinéma de genre et au western. Et ce livre, d'une certaine manière, est un western dans les Alpes et dans le désert de l'Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, donc j'ai grandi, comme beaucoup de petits garçons français, avec cette fascination pour les héros, pour les cow-boys, pour les grands espaces, pour la logique de la conquête de l'Ouest, etc. Et moi, quand je regardais un western avec John Wayne, un Rio Bravo ou un John Ford, je pense plutôt aux films de Ford les plus anciens en noir et blanc, j'étais toujours, je m'identifiais aux cow-boys et pas du tout aux Indiens. Et ça, c'est renversé.
depuis que j'habite aux États-Unis. C'est-à-dire que ce que je prenais comme argent comptant, le fait de m'identifier au cow-boy, je l'ai, en vivant aux États-Unis, j'ai été amené à le déconstruire et à le rejeter. C'est-à-dire que j'ai pu regarder, je n'ai plus revu ces films depuis très longtemps et je ne veux surtout pas les dévaloriser, mais je préfère rester avec leurs souvenirs plutôt que de prendre le risque d'être agacé par cette identification qui a été la mienne. Pour moi, aujourd'hui, les cow-boys, parce que je me suis penché sur l'histoire des peuples indigènes dans les Amériques, au Mexique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, les cow-boys, c'est des voleurs de prairies. Et le dernier voleur de prairies, le dernier avatar de ces voleurs de prairies, le dernier avatar de John Wayne, il s'appelle Donald Trump. Par un bon retour, par l'Indien, au colonialisme. Aux Indiens, monsieur. Ça, dis donc, ouais, j'y pense. Et quand tu dis ce qui est invisible n'existe pas, ben oui, il n'y a pas d'Indiens. Ça n'existe pas, les Indiens. Il n'y en a plus. Dans le Clint Eastwood, dans le dernier, là, qui est un film lunaire, il y a quand même Mule. une scène formidable. C'est ça. C'est quand il répare, il y a une famille de Noirs qui a crevé, il répare le pneu et il les traite de nigger. Ouais. Et la femme est emmerdée parce qu'il leur rend service. Ouais. Puis elle dit, vous savez monsieur, elle voit que c'est quand même un vieux bonhomme, vous savez monsieur, il ne faut pas dire nigger. Et puis je me souviens plus de la réponse, mais la scène est vachement mieux. Ouais, alors, moi j'ai beaucoup aimé Clint Eastwood et après à partir de Gran Torino, en fait, j'ai commencé à... Mais pour d'autres raisons, en fait, dans Gran Torino, ce qui me posait un problème, c'est que j'avais l'impression qu'il voulait faire pleurer tout le monde, y compris son chien. Tellement il y a un élément pathétique dans cette affaire, en fait. Mais ces films-là, il vit... La vie, c'est franchement pas bien. Ouais, je ne l'ai pas vu. Donc on dit qu'on considère qu'on a fini, mais alors par contre... Et si vous avez envie de poser voilà, des questions, bien sûr. Ou même de lire le livre. Pourquoi les Alpes? Alors en fait, les deux décors principaux du livre, c'est des décors d'enfance pour moi. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps chez un oncle en Côte d'Ivoire, un oncle qui distribuait des médicaments pour un laboratoire français ou suisse, qui distribuait des médicaments en brousse dans les pays frontaliers, en fait. Donc au Burkina, qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, en Guinée, au Mali, tout ça. Et les Alpes, je suis désolé de ne pas avoir de réponse plus mystérieuse ou, je sais pas, plus intrigante, mais c'est là où mes parents m'emmenaient au ski. Tu parlais d'un viol de la colonisation, il y a aussi un viol de la nature. Bien sûr. Je sais pas si... Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est venu plutôt a posteriori. J'espère que ça transparaît dans le livre, mais en tout cas, si je l'ai écrit, c'est de manière inconsciente. Le viol de la nature, pour moi, je ne me pose pas la question de cet empire qui naît ex nihilo à la frontière italienne sous la forme d'un viol de la nature. Mais comme ce sont des problématiques qui m'obsèdent en tant que voisin d'endroits aux États-Unis, en Pennsylvanie, où la nature est constamment violée tous les jours avec, comment ça s'appelle, le gaz de schiste, c'est ça en français, le fracking, la fracturation hydraulique. Je pense que c'est quelque chose qui m'a habité tout au long de l'écriture, mais alors encore une fois avec un retour ou avec une réflexion américaine et pas directement alpine ou alpestre, si tu préfères. Ouais, donc ça fait 14 ans que tu es aux États-Unis, donc c'est une autre forme de distance. Est-ce que tu t'imagines écrire sur les États-Unis Ouais, ça fait plusieurs années que je me pose la question, mais je suis limité par une prévention personnelle ou une réticence personnelle qui est que je ne saurais pas faire parler des personnages qui sont censés être américains en français. Enfin, qui sont censés s'exprimer en anglais, en français. J'aurais l'impression, non pas de les sous-titrer, mais d'un horrible doublage, en fait. Et ça me pose un problème de crédibilité absolument immense, parce que, évidemment, j'habite là-bas, donc j'aimerais bien écrire sur cette... Tu pourras avoir envie d'écrire en anglais. Mais alors, tu pourras écrire qu'en revenant. Mais j'ai essayé maintes fois. Ouais. Et je pense que mon anglais est encore très loin d'être assez bon pour pouvoir
capter ces voix-là. Parce que c'est pas ça. Alors, si c'est l'enchaînement des faits, la description des actions, ça c'est facile. Mais trouver la voix des personnages et surtout leur voix intérieure, c'est quand même une autre paire de manches. Ils en ont Je pas. pense que tu Ils en ont pas. Je pense que tu l'auras beaucoup plus quand tu seras revenu en France. C'est- Parce que le souvenir Ah, en fait, va tu te penses, faire t'es travailler. gentil, tu penses que c'est pas un problème linguistique, tu penses Non, que c'est un problème absolument pas. psychologique. La langue reviendra par le souvenir que tu en as, le C'est souvenir possible. étant d'une force, disons, peut-être supérieure au réel. Je pense que c'est ici que ça naîtra. Oui, mais alors quand est-ce que je vais rentrer en France? Bah, C'est vite, encore une viens autre- vite. Vous avez une question? Oui, quand j'ai lu Dawa, je me disais, mais le salaud, il est aux États-Unis, comment il fait pour se repérer dans tous ces échangeurs routiers absolument incroyables? Et donc, ça, effectivement, quand on connaît Paris et la banlieue, ça me parle énormément. Mais je me posais la question, comment ton livre, tes livres, Oui. sont perçus aux États-Unis? Ils sont Par pas tes perçus parce étudiants. qu'ils ne sont Non, pas mais- traduits. Non, mais par tes oui, étudiants, tu leur passes des extraits. Oui, bien sûr. Donc, Non. Alors en fait, il y a deux catégories d'étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe à qui j'enseigne le deuxième, le français, à Avignon dans le cadre d'un programme d'été que j'ai avec principalement des étudiants américains, justement sur la question du mal. Et en fait, le français fait partie d'un corpus de 4 livres. Le magnifique livre, le numéro 2 de la trilogie ou tétralogie de Hatzfeld sur le Rwanda, une saison de Hachette. L'adversaire de Carrère et une chanson douce de Slimani. Sur la question du mal avec différentes entrées et différents traitements, bien sûr. Et alors, bien sûr, ces étudiants-là, qui sont des étudiants par définition avancés, puisqu'ils sont dans un programme d'immersion de 6 semaines, ils sont extrêmement réceptifs et et comme ils sont très gentils, ils me disent mais comme c'est tellement bien, mais comment ça se fait que ce ne soit pas traduit? Alors ça c'est le premier groupe. Et puis le groupe plus large, c'est celui de mes étudiants donc qui eux sont moins avancés et à qui j'enseigne pas en France mais aux États-Unis. Qui sont eux plus frappés, qui par définition ne sont pas frappés par l'écriture parce qu'ils n'ont pas accès, ou ils n'ont pas en tout cas les compétences linguistiques suffisantes pour avaler, absorber quelque chose comme Dawa. C'est vraiment très épais et puis c'est dans une langue qui est quand même pas très facile. Plusieurs langues. Oui, c'est ça. Donc Plusieurs langues, dans plusieurs langues qui ne sont pas très faciles. Ils sont toutes difficiles dans des c'est étages ça. différents. Oui, c'est ça, parce qu'il y a différents beaucoup de la d'argot. société. Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. absolument. Et alors, en fait, il s'attache plutôt au fond, à la connexion avec l'actualité. Et donc, se pose pour eux la même question. Tiens, pourquoi c'est pas traduit? Mais au regard de la gémellité entre le contenu de ces livres et ce qu'ils ont entendu du terrorisme en France. Voilà. Mais non, la question de la traduction en anglais est pour moi assez douloureuse et en même temps assez impérieuse. J'espère un jour être traduit en anglais pour pouvoir parler de mes livres aux gens qui m'entourent, pas seulement les étudiants, enfin les gens avec qui je vis, au-delà du cercle des francophones, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, C'était merci. vraiment un plaisir.